Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du mardi. Comment faire cinéma avec le réel d'aujourd'hui? Comment filmer le temps suspendu? La documentariste Claire Simon nous parle dès 12h55 de son nouveau film Garage, des moteurs et des hommes, tourné pendant le grand confinement et présenté en ce moment au Festival Cinéma du Réel. Il est en compétition, festival qui se tient en ligne, édition numérique jusqu'au 21 mars. Donc quelques jours encore, précipitez-vous. Mais d'abord, il y a le Faust de Goethe, bien sûr, et aussi celui de Berlioz. Aujourd'hui, c'est avec le Faust du compositeur français Charles Gounod que nous avons rendez-vous. Gounod qui place le désir et l'amour au cœur de tout. Invité pour en parler, le ténor Benjamin Bernheim, une voix d'enfer au service d'un rôle mythique, celui de Faust à l'affiche de l'Opéra Bastille. Bienvenue à tous autour de votre grande table. Vous écoutez France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. L'Opéra de Paris, comme toutes les salles de spectacle, est fermée. Faust va donc être retransmis à la télé sur France 5. Ce sera le vendredi 26 mars à 20h55. Puis, en replay, sur Culture Box et diffusé à la radio chez nos confrères adorés de France Musique. Ce sera le samedi 3 avril à 20h. Nommé artiste lyrique de l'année aux Victoires de la musique, c'était il y a peu. Il est avec nous aujourd'hui, le ténor Benjamin Bernheim. Bonjour. Bonjour Olivia. Où vous êtes Faust sur la scène. Faust qui va vendre son âme au diable en échange de la jeunesse éternelle. Méphistophélès lui donne les termes du contrat très vite au début de cet opéra. Ici, je suis à ton service, là-bas, tu seras au mien. Vous signez ? Oui, peut-être. Je pense à l'âge de Faust, au début de l'histoire, vu ce qu'il a envie de vivre, je crois que c'est très humain et personne n'est parfait. Je pense que beaucoup de gens se posent cette question un jour. À la fin de leur vie, se disent « qu'est-ce que je donnerais pour revenir ?» Mais là, Faust, il va un peu regretter peut-être d'avoir signé. Quoique, c'est pas sûr. Au début, non. Au début, non, parce qu'il va pouvoir se baigner dans la luxure, dans le plaisir, plaisir de la chair, plaisir des femmes, plaisir de la jeunesse, absolument, de retrouver son corps, de retrouver des articulations qui fonctionnent bien, des yeux qui fonctionnent bien. Mais après, le prix à payer, il est énorme. De retrouver sa jeunesse, mais aussi de retrouver sa voix. Il y a cette mise en scène de l'allemand Tobias Kratzer pour la première fois ici à l'Opéra de Paris. Mais quelle bonne idée qu'il a eue, celle de ce dédoublement entre le Faust âgé, joué par l'acteur Jean-Yves Chilot, et le Faust rajeuni, interprété par vos soins, Benjamin Bernheim, rajeuni après son pacte avec le diable. Et c'est surtout ce vieux Faust qui n'a plus de voix, belle allégorie à l'opéra. Vous redoutez, vous, de vieillir et de perdre votre voix ? Je pense que ça arrivera de toute façon. C'est la vie, c'est normal. Mais effectivement, je crois qu'il y a un moment dans ma carrière ou dans ma vie où je verrai cette ligne s'approcher de moi trop vite, à mon avis. Et peut-être qu'elle sera dépassée sans même que je m'en aperçoive. C'est ça la vie, c'est ça la vie d'artiste. Et c'est ça, se poser ces questions existentielles, je pense. Et elle a quelle place dans votre vie, votre voix ? Elle est assez centrale puisque c'est elle qui me permet beaucoup d'avancer, d'être entendu tant à la radio, mais aussi à l'opéra, et par mes proches. Donc ma voix, elle est très centrale, elle est même capitale. Et donc elle est assurée ? Non. Non ? On n'assure pas, pas à ma connaissance, je ne sais pas si donc les vous connaissez des sportifs peuvent assureurs assurer des parties de leur corps, mais les chanteurs n'assurent pas leur voix. Je sais que les danseurs ou les sportifs peuvent le faire, je ne savais pas. Alors si vous connaissez un assureur qui assure les cordes vocales, j'aimerais bien savoir chez qui, mais non, c'est chez nous, c'est un peu, on saute dans l'inconnu et on voit à quelle sauce on est mangé. Voilà, le diable est aujourd'hui l'assureur. C'est lui qui signe des contrats d'assurance dans cet opéra de Gounod où vous interprétez Faust, Benjamin Bernheim. La vie, la mort, l'éternelle jeunesse, ardente jeunesse, à moi tes désirs, à moi ton ivresse, à moi tes plaisirs, chantez-vous sur la scène de l'Opéra Bastille. Cette vision de Gounod qui n'était pas tout à fait celle de Goethe. Gounod qui place vraiment la jeunesse, le désir au cœur du pacte faustien qui se joue. Elle se rapproche quand même de plus en plus de nos aspirations contemporaines. On n'a pas envie de mourir, on n'a pas envie de vieillir, on a envie
On a envie que ça dure le On a plus envie que ça longtemps dure. possible. Tobias Kratzer est arrivé pour nous présenter le concept. Et c'était très intéressant puisqu'il nous a vraiment présenté le concept avec la dichotomie française et allemande, en nous expliquant qu'en Allemagne, chez Goethe, Faust est un personnage qui recherche avant tout la sagesse absolue. Alors que dans je pense, l'inconscient collectif ou ce qu'on connaît de Faust en France, il y a cette recherche de la jeunesse et justement du plaisir et de la beauté. Et c'est là justement que Gounod, c'est dans cette idée que Gounod a inscrit son opéra, où effectivement, on le voit comme c'est écrit, Faust met l'accent sur retrouver la jeunesse, pas forcément le savoir absolu ou la sagesse, mais la jeunesse absolument, retrouver un corps, retrouver une fraîcheur. Et ça se traduit comment dans le livret? Par quels mots? Je pense que les choix du compositeur Charles Gounod de mettre en avant justement, quand Faust au début chante « À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses, à moi leurs désirs », il met vraiment l'accent sur le fait que Faust veut redevenir jeune, mais surtout veut être entouré de gens jeunes qui lui font se sentir jeune. Et cette proximité avec Marguerite, effectivement, aussi lui fait se sentir jeune et frais. Et c'est ça, je pense, par rapport à Berlioz, par exemple, à la damnation de Faust, où Berlioz choisit d'autres mots, choisit d'autres termes. Là, Gounod met vraiment l'accent sur la jeunesse et sur la fraîcheur. Ça veut dire qu'il y a une conception française du mythe? Je pense, c'est un peu ce que Tobias Kratzer nous a expliqué. En tant qu'Allemand, lui voit vraiment Faust comme un Allemand, et l'œuvre de Gounod c'est pas qu'elle n'est pas respectueuse, mais qu'elle est différente. Elle n'est pas allemande. C'est vraiment l'œuvre de Gounod. C'est un Faust français, et donc il a dû s'adapter à l'écriture de cette œuvre. Et il était très heureux. Je crois qu'il est vraiment très très heureux de pouvoir le présenter, et surtout de le présenter en France et à Paris. C'est pas la première fois que vous interprétez Faust, hein? Non. C'est la 4e? C'est la 4e. J'ai eu la chance de le chanter à Riga, en Lettonie, à Chicago et au Théâtre des Champs-Élysées, mais là c'était en version concert. Mais alors, toujours dans cette partition de Gounod? Alors, c'est pas toujours la même, mais oui, c'est toujours la partition de Gounod, sauf que celle que j'ai chantée au Théâtre des Champs-Élysées était la version dite Urtext, la version toute première de Charles Gounod, avant qu'il modifie sa partition, avec des textes parlés et avec certaines pièces qui ont été retirées, et avant que Gounod ne réécrive certaines pièces aussi pour d'autres opéras. Allez, laissons-nous gagner par votre trouble, Benjamin Bernheim. Sans l'amour s'emparer de mon être, oh Marguerite, à tes pieds me voici. Extrait de l'acte 3, cette interprétation de Faust par vos soins, Benjamin, extrait d'un album que vous avez enregistré avec le label Deutsche Grammophon. On le disait, ce n'est pas la première fois que vous interprétez ce rôle. Il continue à vous coller à la voix et il vous va bien. Qu'est-ce que vous pouvez déployer à travers ce rôle de Faust par Gounod? Alors, l'intérêt pour moi, justement, à partir du moment où Faust se transforme en jeune homme, c'est la jeunesse de la voix, c'est la fraîcheur de la voix, et c'est l'utilisation, justement, tant d'un côté testostérone, de la puissance de la jeunesse, qu'on trouve dans l'écriture, mais aussi de la fébrilité et on va dire, de la vulnérabilité de la voix, telle qu'elle est, parce que toute voix est vulnérable, et l'écriture de Gounod m'aide, moi en tout cas, à vraiment
voyager dans ma voix, à travers les couleurs, à travers la voix mixte, à travers la voix de poitrine poussée et vaillante, on va dire d'une certaine manière. Mais l'avantage et la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que ma voix répond bien aux demandes des compositeurs français, en tout cas, que sont Jules Massenet, Charles Gounod et Hector Berlioz. Et ça, c'est une chance aujourd'hui. Je ne sais pas où sera ma voix dans 5 ou 10 ans, mais aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me trouver des rails de travail avec cette musique où j'arrive à switcher d'un côté en voix pleine, d'un côté en voix mixte, pour justement raconter une histoire. Voilà, passer des médiums aux graves, avec des détours par des aigus. De passer aux aigus, exactement. Vous auriez interprété pour les besoins du spectacle le faux stagiaire. Comment vous auriez travesti votre voix? Qu'est-ce que vous auriez pu faire pour tenter d'incarner cette vieillesse? Alors, je le fais d'une certaine manière puisque je le chante. Je ne le joue pas, mais je le chante. Et je crois qu'il y a une façon aussi, pour moi, qui est dans le respect un tout petit peu de l'écriture, pas de travestir sa voix, mais de simplement suivre un personnage. Et au premier acte, Faust est vieux. C'est un vieillard. Alors comment est-ce qu'on vieillit sa voix? Il faut la salir tout simplement. un peu. Vous savez que c'est comme quand on observe aussi les acteurs. Il faut savoir trouver le souffle court, il faut trouver les limites dans la voix, il faut trouver plus de raideur dans la voix, plus de métal et moins de rondeur, parce que justement, quand on vieillit, quand la voix vieillit, on trouve moins de ce côté voluptueux de la voix. Et moi, je le cherche vraiment, c'est on purpose, je le cherche vraiment pour le faire entendre au public, pour montrer que c'est pas, même si je suis là jeune, je veux vraiment raconter l'histoire de ce vieil homme. Alors je n'arrive peut-être pas à le faire à la perfection, mais j'essaye un maximum de chanter un vieillard avant de me transformer en jeune homme. Vous évoquiez ce répertoire français qui vous permet aujourd'hui de montrer toute la puissance et le travail de votre voix. Vous parliez de Manon de Massenet, de ce Faust de Gounod aussi. 2 opéras qui vous ont aussi permis de renouer avec un répertoire que vous aviez moins privilégié dans vos premières années, dans votre parcours. Vous avez plutôt chanté en Allemagne, en Autriche, en Suisse, votre pays. Est-ce que c'est plus confortable de chanter dans sa langue et comment l'adopter? Écoutez quelqu'un que vous reconnaîtrez sûrement. Des fois, ma femme se moque de moi, elle me dit « Ah, on entend on, un. » Oui, mais je dis « Mais c'est ça le français. » Voilà. Ou un U, il fallait que ça soit un U. Souvent, on entend « Oh, un O, un je sais pas quoi. » Que veux-tu, c'est que veux-tu, c'est pas que veux-tu. Donc, moi, je voulais toujours apporter un soin particulier. Après, c'est impossible d'être vraiment... C'est pas du langage parlé, mais il faut s'en approcher le plus possible. Moi, ce qui me gênait souvent dans le répertoire français, ça faisait sucré. Il y avait un son qui sortait... vieillot et sucré, quand j'entendais « Salut de mère, chaste et pure ». Non, vous voyez. Donc, je pouvais pas. Peut-être aussi parce que j'avais fait du cabaret, que j'avais chanté de la variété, où on chantait comme on parle. Donc, c'est peut-être ça qui a développé ce goût de la diction beaucoup plus proche de la voix moderne, du parler moderne. J'ai beaucoup évolué aussi sur les liaisons. On faisait beaucoup plus de liaisons à un certain temps. Aujourd'hui, j'en gomme certaines. Ensuite, j'ai compris qu'une liaison, c'est pour quand ça va très vite entre 2 mots. Donc, quand une note est tenue très longue, il ne faut pas faire la liaison. Parce que la liaison, c'est fait pour justement lier 2 sons rapides. Vous aurez reconnu Le Saint Roberto. Le Saint Roberto Alagna, qui commence toujours ses phrases en citant sa femme. Désormais, la soprano polonaise Alexandra Kurzak, avec laquelle il est extrêmement lié. Et ils font beaucoup de choses ensemble. C'est un duo qui s'est bien trouvé. Est-ce que votre diction en français, à vous, Benjamin Bernheim, elle est façon traditionnelle ou façon Alagna? Ah non, elle est façon Alagna. Et justement, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit par rapport à lui qui a fait du cabaret. Moi, je n'ai pas fait de cabaret, mais je me suis beaucoup inspiré des chansonniers, de Georges Brassens, de Jacques Brel, parce que justement, ils chantent comme on parle. Alors peut-être avec des airs un tout petit peu grasseyés, mais ils sont tellement proches du français parlé qu'il y a une fidélité au texte, il y a une fidélité à la langue française que j'admire, et c'est ça qui me plaît beaucoup, chez ces chansonniers, mais aussi qui m'a beaucoup plu chez Roberto quand je l'ai entendu. J'étais un peu bercé, moi, dans mes jeunes années d'études avec la voix de Roberto, et qui m'a donné envie justement de défendre la langue française
de cette façon. Pour répondre à la question d'avant, le répertoire français, je n'y touchais pas beaucoup déjà parce que pour les grands rôles du répertoire français, il faut avoir entrepris une carrière qui marche. Et c'est vrai que le répertoire allemand, le répertoire italien était le répertoire dans lequel je pouvais chanter le plus de petits rôles dans mes jeunes années. Et que pour moi, le répertoire français devait attendre que je puisse justement grandir et avoir la possibilité justement de le défendre au mieux. Ça y est, vous avez grandi, vous avez même percé, et vous êtes même en train d'exploser. Maintenant, vous pouvez donc vous réapproprier ce répertoire français, cette langue qui est la vôtre. Au fond, on se demande, est-ce que c'est pas plus compliqué en fait de chanter dans sa langue? Est-ce que les langues étrangères ne facilitent pas aussi l'entrée dans un rôle, dans l'habit d'un autre? Alors oui, parce que d'une certaine manière, ça permet une certaine distance. Mes jeunes années au conservatoire à Lausanne, le français était mon ennemi. Chanter parce que très difficile à s'approprier, demandant énormément de gymnastique vocale et mentale et très fatigant pour la voix. Le français était très très fatigant. J'ai pu commencer à me l'approprier vers 25 ans, 26 ans où vraiment là j'ai senti que je développais aussi une technique pour le défendre mieux. C'est très difficile. Le français en général, comme le russe, c'est très difficile, mais comme chaque langue, si on veut bien la chanter, l'allemand, c'est très difficile si on veut bien le chanter. Ça demande du travail, ça demande de l'humilité, et ça demande de repartir de temps en temps de zéro pour construire. Et c'est pour tout le monde, pour les francophones comme pour les non-francophones. Étant moi-même français et suisse, j'ai grandi effectivement avec la langue française, j'ai aussi grandi avec la langue germanique, et je l'ai dans l'oreille, mais pour l'allemand, j'ai dû tout recommencer depuis le début par rapport à la prononciation, parce que ça demande, pour vraiment chanter bien de l'allemand, comme pour bien chanter du français, ça demande un grand travail et un grand respect de la langue. Et l'italien, qui n'est pas très loin. Et l'italien, sur ce territoire peut-être un peu suisse, plus... qui est multilinguiste. Exactement, la Suisse aussi, qui est multilingue, multilinguiste, comme vous le dites. C'est beaucoup de langues dans l'oreille, mais le français demande vraiment une attention particulière, selon moi. Alors, on parlait de la complicité entre Roberto Alagna et Alexandra Kurzak, à la vie comme à la scène. À la scène, vous semblez avoir trouvé aussi une complice. Et ce serait peut-être Preti Yende, qui était à vos côtés pour la Traviata de Verdi, que vous allez retrouver prochainement au Théâtre des Champs-Élysées, si tout va bien, si les portes rouvrent pour un récital. Ce sera le 19 mai prochain. Donizetti, Verdi, Massenet, des airs et des duos. Et puis le 12 mai, juste avant, à l'Auditorium de Bordeaux. Preti Yende, est-ce que c'est un peu la partenaire idéale? Est-ce que vous avez deux voix qui s'accordent bien? Oui, on a deux voix qui s'accordent bien. On a eu la chance de travailler ensemble sur Traviata et Manon. Deux écritures, déjà deux œuvres très très différentes, deux femmes très fortes et deux personnages féminins extraordinaires et qui marquent vraiment l'histoire de l'opéra. Alors, parenthèse, deux œuvres très différentes, mais quand même deux œuvres où la passion brûlante et destructrice l'emporte. Et destructrice. Chez Manon comme chez Faust. Pour le ténor, très différent, puisque j'ai vraiment un amour particulier pour le Chevalier des Grieux. Priti et moi, on ne se connaissait pas du tout avant la Traviata, on a appris à se connaître. Ce sont comme deux ingrédients qui se connaissent, qui se rencontrent pour la première fois dans une cuisine, dans un plat. Et il faut du temps. Il nous a fallu peu de temps, mais on s'est vite accordé, on s'est vite trouvé vocalement pour savoir qu'est-ce qu'il fallait à l'autre. C'est un tango, c'est une danse de travailler avec quelqu'un. J'ai par exemple eu la chance de travailler plusieurs fois avec Aileen Pérez par exemple, ou avec Maya Kowaliewska, avec Priti Yende aussi, avec Marina Rebecca. Et à chaque fois, vous savez, ce sont des retrouvailles de toute façon, mais c'est aussi un calibrage différent. Il faut apprendre à se recalibrer selon le partenaire qu'on a. Et avec Priti, il y a une grande sensibilité. On a développé une très très belle sensibilité, les deux vocalement avec la Traviata, mais pour moi surtout avec Manon. C'est un peu là vraiment qu'on s'est trouvés. Et nous verrons dans le futur si on se retrouve. Là, aujourd'hui, je chante avec Harmonella Diao, qui est une grande artiste, grande interprète, grande sensible, et j'apprends énormément à son contact. Et qui est votre Marguerite dans ce Faust de Gounod, qui va être capté et retransmis à la télévision sur France 5 le vendredi 26 mars, et à la radio sur France Musique le samedi 3 avril. Benjamin Bernheim, je voulais qu'on écoute les mots de Preti Yende sur le mystère de la musique.
Je crois que les mots nous manquent pour expliquer le mystère de ce don extraordinaire, de cette beauté pure qu'est la musique. Même avec les notes en noir et blanc et les indications du compositeur. Mais à vrai dire, nous n'avons pas l'équivalent dans notre vocabulaire de la richesse du langage musical. On ne peut pas l'expliquer. Mais lorsque quelqu'un chante sur scène et que le public est là, reçoit ce chant, il se passe quelque chose d'extraordinaire, qu'il est difficile d'expliquer, mais on voit l'émotion, les larmes montent aux yeux. On ne sait pas expliquer pourquoi ça nous bouleverse à ce point et pourquoi certains airs particuliers, certaines notes sont capables de suspendre le temps. Ça défie toutes les lois du monde physique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de profondément sacré et énigmatique dans la musique. Ce mystère, vous l'avez déjà percé ? Non, je ne l'ai pas percé. Je pense qu'aucune science ne pourra le percer. La chance extraordinaire qu'on a, surtout dans la musique classique et dans le chant, c'est que chaque voix a une empreinte digitale unique, est comme une empreinte digitale. C'est une empreinte vocale. Chaque voix qui va chanter un air, par exemple un air similaire, va apporter une version, une couleur différente de cet air ou de cette œuvre. Et ce qui est très beau, effectivement, comme le souligne Priti dans ce qu'elle vient de dire, c'est que, effectivement, quelqu'un qui va chanter un air va nous permettre tout simplement de nous baigner dans le son et de découvrir quelque chose, une nouvelle voix qui va débarquer d'une certaine manière dans 10 ans. Un jeune chanteur, une jeune chanteuse dans 10 ans qui va sortir du conservatoire. Ben, ce sera une voix qui n'aura jamais existé. Et il n'y a aucune explication physique. Et comme elle le dit, par rapport au vocabulaire, il n'y a pas de mots pour expliquer. On peut se rapprocher en parlant de couleurs, de dynamique, de vibration. Mais la réalité, c'est que écouter une voix en vrai, dans la salle, qui résonne dans une salle, je pense pas qu'il y ait quelque chose sur le plan scientifique qui puisse nous expliquer pourquoi ça nous touche. Peut-être un jour on pourra, mais aujourd'hui, ça reste la magie. La magie pour nous, chanteurs, et la magie pour l'auditeur. C'est ce que vous ressentiez, vous, déjà enfant, quand vos parents chantaient ? Oui, parce que, bon, déjà, quand on est enfant, on est une éponge à information. Moi, j'avais 4 ou 5 ans, j'écoutais des répétitions, et comme je disais à vos confrères de France Musique il n'y a pas longtemps, je connaissais les récitatifs et des airs par cœur, parce que on n'a pas besoin d'entendre des choses beaucoup quand on est enfant pour les apprendre par cœur. Et quand j'étais petit, le disque, il est vierge, donc on imprime très très vite. Et la musique, c'est quand même particulier. La musique, il n'y a pas 2 notes qui se suivent qui sont pareilles. Il y a toujours une dynamique différente. C'était quand, vous, la dernière fois que vous avez ri ou pleuré en écoutant de la musique, un air d'opéra ? Alors, un air d'opéra, pas forcément. Moi, je pleure souvent quand je me laisse emporter par un film et par la musique qui va avec. Je pense que la force de la musique, la force du jeu d'acteur au cinéma peut avoir un impact très très fort sur moi. Et dernièrement, j'étais juste très très touché par une série qui est sortie sur Netflix, qui est très populaire et qui parle d'échecs. Alors que moi, je ne joue pas aux échecs, mais j'ai trouvé que cette fin absolument magnifique, et j'ai été très très touché par, voilà, le réalisateur a trouvé les bons angles, le compositeur a trouvé les bonnes notes, et ça m'a énormément touché, cette fin de série. La Dame de... Je retiens jamais le nom de cette série. Le jeu de la Dame, le jeu de la Dame. Queen's Gambit. Ouais, exactement. C'est juste cette fin. Qui a composé la musique ? Il faut qu'on retrouve ça. On retrouve qui a composé cette musique, mais souvent, vous savez, c'est juste un mariage, juste, entre l'image et le son et lumière, et qui fait que ça marche, et que ça nous atteint. Il y a un air, quand on l'entend, on retrouve aussi des images, mais étonnamment, des images dessinées.
Il m'est encore d'essayer les bracelets, les colliers. C'est comme une mer qui sur vos bras s'y porte. Et vous aussi, quand vous entendez l'air des bijoux, vous riez, hein, Benjamin Bernheim, pourquoi? Je ris parce qu'évidemment, c'est dans la conscience collective francophone, c'est Tintin, c'est la Castafiore, c'est le capitaine Haddock et c'est des noms d'oiseaux qui volent dans ces bandes dessinées et ce personnage absolument insupportable de cette cantatrice qui a malheureusement un peu tristement marqué ce rôle parce que Marguerite n'est pas du tout comme ça, mais l'air des bijoux. Oui, l'air des bijoux, Marguerite, acte 3, hein, absolument, qu'on retrouve chanté par la Castafiore dans Tintin, et qui nous rappelle ce qu'évoque le metteur en scène allemand qui actuellement vous met en scène dans ce Faust de Gounod, que cette pièce a aussi, cet opéra, des moments légers avec cet hymne au charme de la superficialité. Absolument. Un mot pour terminer avec vous sur les scènes aujourd'hui, les opéras qui sont fermés, l'opéra de Lyon occupé depuis hier par des intermittents qui réclament la réouverture des lieux culturels, l'opéra de Paris qui n'est pas occupé, mais qui en revanche tourne, capte et va devoir retransmettre son public. Absolument. Comment vous vivez cette situation? Moi, je fais partie des chanceux, de nouveau je le dis, qui ont de la chance et la possibilité de chanter, d'être sur scène, de répéter. C'est pas donné à tout le monde. Je n'aimerais pas être à la place de la ministre de la Culture, qui est très lourdement chargée de critiques. Et aujourd'hui, je pense qu'elle n'a absolument pas les armes pour répondre aux demandes de tout le monde, qui est la réouverture. Ce n'est pas possible, la réouverture aujourd'hui. Ce n'est pas une question artistique, ce n'est pas une question culturelle, c'est une question médicale et sanitaire. Et l'Opéra de Paris répond d'une certaine manière à ces questions, c'est-à-dire on peut faire des streamings, ça ne répond pas à toutes les questions, ça ne rend pas tout le monde content, mais au moins ça donne quelque chose au public et c'est déjà quelque chose. Et le fait qu'on puisse, nous artistes, le faire à l'Opéra de Paris, avec des masques, avec des tests tous les 3 jours, c'est la preuve quand même que on a pu quand même un petit peu avancer, évidemment au ralenti, évidemment pas comme on voudrait, mais on a déjà, moi en tout cas, j'ai déjà la chance de pouvoir avancer et de pouvoir travailler. J'espère que le plus vite possible, d'autres pourront le faire aussi. Et ça permet d'aller toucher un public qu'on ne touche peut-être pas habituellement, avec notamment cet opéra qui se joue sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris, en prime time, diffusé sur France 5. Ce sera le vendredi 26 mars à 20h55. Et ça, c'est assez rare pour être souligné, à retrouver en replay sur Culture Box et à la radio sur France Musique le samedi 3 avril. Merci beaucoup à vous, Benjamin Bernheim, d'avoir été avec nous. Merci.